Mon avis sur la deuxième bande dessinée LGDC. Ayant adoré la première BD reprenant le cycle original, j'ai vraiment galéré à prendre mon mal en patience jusqu'à la sortie de la suite. Je dirais même que je l'attendais de pied encore plus ferme que la précédente. En effet, si le premier volume a été un vrai succès commercial et critique, certains choix scénaristiques n'ont pas fait l'unanimité ou ont engendré de la confusion, voire de la frustration auprès de nombreux fans. Comme cette nouvelle œuvre couvre la seconde moitié du livre À feu et à sang, ainsi que les mystères de la forêt et Avant la tempête, j'attendais sa publication pour juger de façon plus pertinente les changements apportés. Pour commencer, j'adore toujours autant la patte graphique, mais puisque j'en ai déjà fait les éloges dans ma première vidéo sur le sujet, passons directement à l'histoire qui, je le rappelle, a été repensée / découpée autrement pour cette adaptation. C'était un sacré challenge de caler 2 livres et demi dans un unique volume illustré, et je dois dire que les personnes ayant travaillé dessus s'en sont très bien sorties. Personnellement, je trouve que tout s'enchaîne et s'entremêle de manière assez fluide, même lorsque cela ne suit pas la trame originale. En effet, comme son prédécesseur, ce tome n'hésite pas à changer le cours des événements et ça ne m'a pas du tout dérangé durant ma lecture. Je suis contente que le couple Rivière d'Argent Plume Grise ait enfin des répercussions sur l'amitié Cœur de Feu Plume Grise. Nous assistons bien à des confrontations entre les deux matous, mais aussi entre le rouquin et la guerrière du clan de la rivière. Ce nouveau déroulé est intéressant. Au lieu de directement s'énerver contre Plume Grise, Cœur de Feu devient de plus en plus hostile envers cette relation interdite une fois le choc passé. Il s'en irrite progressivement, alors qu'il mûrit et prend en responsabilité. Bien que j'avais fini par accepter la suppression de la bataille dans les gorges du premier tome, j'avais gardé espoir d'y assister dans le second. Mais malheureusement, elle n'y figure toujours pas. Je croise les doigts pour qu'elle soit présentée dans le dernier tome du cycle vu la reconstruction globale de l'histoire. La tension serait à son comble si elle survenait alors que Plume Grise a rejoint le clan de la rivière. La mort de Griffe Blanche serait d'autant plus choquante si elle était causée par un nouveau camarade. Par contre, ça m'a vraiment surprise qu'ils aient autant abrégé l'empoisonnement d'Étoile Brisée environ toute la conversation qu'il a avec Croc-Jaune. Certes, il est plus dramatique que Cœur de Feu apprenne ce qui s'est passé sur le lit de mort de la guérisseuse, mais ça reste l'un des moments clés du personnage de Croc-Jaune. Abordons maintenant la partie sur laquelle j'avais le plus d'attentes. Discutons des personnages et de leurs relations. Premier point qui m'a tout de suite ravie, Museau Cendré a un excellent traitement, je dirais même qu'il est meilleur sur certains points que dans les romans originaux. Oui, vous avez bien entendu. Son accident est aussi poignant que dans les bouquins. L'apprentie blessée est toujours pétillante, malicieuse et positive dans son malheur. Mais dans cette version, 2 passages font vraiment la différence. D'abord, Croc-Jaune ne condamne plus Museau Cendré en disant que si elle survit, elle ne pourra jamais devenir guerrière à cause de sa blessure. Dans cette BD, elle se contente de déclarer que sa patte ne sera plus jamais la même et que son handicap l'accompagnera toute sa vie. Ce changement était vraiment nécessaire. Il n'y avait aucune raison de sceller ainsi le sort de Museau Cendré quand Pic Crochu et Patte Folle ont parfaitement su s'adapter à leurs conditions. Cœur de Feu évoque d'ailleurs directement le lieutenant du clan du vent en précisant que beaucoup de chats blessés ou en situation de handicap ont pu devenir guerriers malgré tout. Par conséquent, Museau Cendré choisit réellement de devenir guérisseuse. Elle ne se résigne pas à suivre cette voie. Elle exprime une véritable envie d'aider son clan en soignant ses camarades. C'est comme si elle avait finalement trouvé sa vocation. Cela suit une petite remarque de Croc-Jaune dans le premier volume. En effet, celle-ci avait souligné la qualité d'un remède ramené par Nuage Cendré, comme si elle avait toujours eu de bonnes dispositions médicales. D'un côté, je trouve ce nouveau déroulé extrêmement chouette. Le message renvoyé est bien plus sympathique, franchement je valide à 100%. Mais de l'autre côté, ça a montré considérablement les regrets de Museau Cendré et donc la puissance émotionnelle de son personnage. Elle ne tente pas du tout de suivre un entraînement spécifique ou de s'accrocher un peu à son rêve initial. Au contraire, elle est carrément effrayée lors de l'assaut d'Étoile Brisée et semble plus réticente à l'idée de devenir guerrière après son accident. Ça se comprend évidemment, mais je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas si la team LGDC conservera son faible pour Étoile de Feu, vu qu'elle a volontairement renoncé au fait de se mettre en couple et de fonder une famille. À moins que cela n'arrive plus tard avec l'âge, en voyant Tempête de Sable se rapprocher du rouquin. S'il y a bien une chose qui m'a chiffonné dans la première BD, c'est le 4e chaton enlevé aux côtés de Nuage Agile, Nuage Cendré et Nuage de Fougère. Il y avait énormément de chances qu'il s'agisse de Nuage d'Épine et c'était frustrant. Puisque Nuage Blanc est totalement absent du premier volume, il aurait été plus logique que Nuage d'Épine n'y figure pas non plus et que les 2 chatons naissent plus tard. Cela expliquait qu'ils deviennent tous 2 apprentis bien après Nuage Cendré, Nuage Agile et Nuage de Fougère. Il y avait plein d'options pour rattraper le coup et l'équipe LGDC n'en a choisi aucune. Il n'y a absolument aucune justification à cela. C'est très déroutant de voir Nuage d'Épine présenté comme un jeune chaton alors que Nuage Cendré, Nuage Agile et Nuage de Fougère ont bien grandi à côté. On n'assiste même pas au baptême de Nuage Blanc et de Nuage d'Épine pour caler une petite phrase d'explication. Rien. Je trouve ce choix extrêmement irritant parce que ces BD regorgent de changements intelligents, pertinents et audacieux. Comment ces mêmes gens ont pu autant se tromper au sujet de Nuage d'Épine alors qu'il suffisait simplement de le virer de la première BD comme Nuage Blanc? Mystère. Difficile de savoir si Nuage Agile est le fils de Pelage de Givre dans cette version, vu que Bouton d'Or n'a pas eu de réaction particulière lorsqu'il a été enlevé dans la première BD et qu'elle n'interagit pas spécialement avec lui dans la seconde. Est-ce que Nuage Blanc est toujours censé être la fille de Pelage de Givre et donc la sœur de Nuage d'Épine, Nuage Cendré et Nuage de Fougère? Aucune idée. Par contre, le lien fraternel unissant Nuage Agile à Longue Plume a été canonisé, tout comme le fait que Pelage de Poussière soit le frère de Nuage de Jet. Ces ajouts sont mignons tant que les BD ne confirment pas de rapports familiaux problématiques. Si on pouvait éviter de faire de Pelage de Poussière l'oncle de Fleur de Bruyère, par exemple. Tempête de Sable affirme qu'elle n'a pas de frères et sœurs
sœur juste après la naissance des petits de Plume Blanche et ça c'est super. Elle n'était plus considérée comme la demi-sœur de Pelage de Granit depuis longtemps, mais au moins c'est posé et il ne sera pas l'oncle de Poil d'écureuil dans cette version pour sûr. Rivière d'Argent a un peu plus de caractère dans cette deuxième BD, mais j'aurais aimé que son côté princier et désinvolte soit bien plus accentué dans les scènes où elle apparaît. Vu l'extravagance dramatique de certains persos dans cette adaptation, je m'attendais à bien mieux pour elle dans ce sens. En revanche, Patte de Brume est parfaitement représentée selon moi, j'adore toutes ses interventions. Impossible de ne pas parler de Nuage de Neige. Déjà, peut-on s'attarder sur son design? Il fait tellement peluche, c'est exactement comme ça que je l'imaginais et ça détonne vraiment avec son caractère. C'est vraiment LA star de ce second volume. Il est aussi insolent, impulsif, têtu, tête brûlée et provocateur que dans les romans. Je reconnais bien la boule de poil pleine de panache et de sarcasme qui fait tourner tout le monde en bourrique. Une nouvelle fois, la team LGDC s'est vraiment concentrée sur les proches de Cœur de Feu pour les mettre en valeur le mieux possible. Princesse continue d'être bien plus mise en avant que dans le cycle original, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment vu son importance pour Cœur de Feu et Nuage de Neige. J'espère qu'elle ne sera pas oubliée dans l'adaptation du cycle 2 et que ces trois personnages auront une scène d'adieu digne de ce nom quand les clans quitteront la forêt. Le design de Patte d'Or était l'un de ceux que j'attendais le plus et je n'ai pas du tout été déçue. Je voulais que sa fourrure écaille de tortue ne soit pas basique et que son nom anglais comme français ait du sens et ça a été le cas. Mieux encore, Bouton d'Or a une couleur et des marquages similaires, ce qui accentue leur lien de parenté. Franchement, que demande le peuple? Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'adore le développement de la relation Tempête de Sable Cœur de Feu. J'avais beaucoup aimé l'aspect plus sensible et mature de Nuage de Sable dans le premier volume, ainsi que les prémices d'une amitié a priori sans arrière-pensée. Dans ce second tome, les deux chats se rapprochent et développent une véritable complicité. C'est vraiment plaisant à suivre. Tempête de Sable est une vraie confidente et alliée pour Cœur de Feu tout au long de la BD. Elle a tellement plus de caractérisation et d'intervention cool dans cette adaptation, c'est génial. Nous n'avons toujours pas l'ombre d'un crush de Cœur de Feu à l'égard de Petite Feuille. Je ne vais pas me prononcer trop vite, mais il semblerait que la team AGDC ait définitivement renoncé à emprunter cette voie-là. Je le comprends aisément vu la profonde aversion qu'une grosse partie de la communauté voue à ce binôme. Mais de l'autre côté, ça lisse beaucoup trop les sentiments d'Étoile de Feu à mon goût. Déjà que ce perso, malgré la grande affection que je lui porte, n'a pas de véritable défaut persistant tout au long de la série, alors si on lui retire le peu de complexité émotionnelle qu'il a, ça aurait été un meilleur compromis qu'il renonce à son béguin enfantin et unilatéral en officialisant avec Tempête de Sable une fois devenu chef. L'amitié Cœur de Feu Belle de Jour est très brièvement mise en avant, c'est mieux que rien, mais ça risque d'être trop léger pour que le sacrifice de Nuage d'Argent soit impactant dans la troisième BD. Et enfin, Petit Cœur sur Plume Blanche, Lac de Givre et Bouton d'Or qui sont toujours présentés comme des mères adoptives aimantes et j'adore ça. Est-ce que les retcons et erreurs ont été corrigés? Déjà, je suis très contente que la team LGDC ait conservé le prologue du roman Les Mystères de la Forêt sans l'altérer avec la version du hors-série La Promesse de l'élu. En effet, dans le cycle original, Lac de Givre a encore un petit lorsque Cœur de Chêne lui amène Petit Silex et Petite Brume. De plus, le guerrier rappelle à la reine que ses autres chatons sont décédés, ce qui signifie qu'elle en a eu au moins 2 autres. Or, dans La Promesse de l'élu, Lac de Givre n'a que 2 petits, et ceux-ci meurent avant qu'elle ne récupère la portée de Cœur de Chêne. Je préfère la version du cycle 1, donc ça me va. Dans le même style, Patte de Brume est bien au courant que Cœur de Chêne est son père, ce qui est primordial pour l'intrigue principale du cycle 1. Pour rappel, Pelage de Silex et sa sœur ne savent pas qui est leur géniteur dans La Promesse de l'élu. Heureusement que la team AGDC n'en a pas tenu compte, ça aurait mis un bordel pas possible. L'ensemble du clan du tonnerre ne considère plus le pelage blanc de Nuage de Neige comme un problème pour son apprentissage, et tant mieux. Ça n'avait aucun sens sachant que Tornade Blanche et Pelage de Givre sont tout aussi immaculés que lui. Initialement, Crojaune souligne à Cœur de Feu qu'il ne serait pas avisé de choisir 2 guerriers sans expérience pour former Nuage de Bruyère et Nuage de Granit. Cette phrase a heureusement été retirée puisque Cœur de Feu et Plume Grise ont été simultanément nommés mentors peu de temps après leur baptême sans que cela ne pose problème. Les événements de la prophétie d'Étoile Bleue ont été pris en compte lorsque la meneuse évoque son prédécesseur Tache Fauve et Griffe d'Épine. La dangerosité du second ayant été accentuée dans le hors-série par rapport au cycle original, c'est encore un très bon point pour la continuité. En revanche, une grosse erreur s'est glissée dans cet ouvrage puisque Nuage de Granit apparaît dans la pouponnière dès le début alors qu'il naît bien plus tard. Et il y a très peu de chances qu'il s'agisse d'un des nombreux chatons non nommés du cycle 1 puisque ceux-ci semblent avoir été retirés de l'histoire. Pour conclure, une fois de plus, je dois attendre le 3e et dernier volume adaptant le cycle 1 en BD pour en faire un véritable bilan. Le découpage est bien plus complexe que la formule 2 romans dans une bande dessinée annoncée. C'est bien qu'on n'est pas à l'abri de voir certaines intrigues reportées / modifiées dans le tome 3. Dans l'ensemble, je suis toujours autant emballée et conquise par l'excellent travail fourni. Néanmoins, je dois avouer que c'est à double tranchant. En effet, puisque le rendu est hyper qualitatif et que l'équipe derrière est définitivement très impliquée, les erreurs et faux pas sont d'autant plus agaçants. Non, je ne lâcherai pas l'affaire avec Nuage d'Épine, c'était très facilement évitable. J'ai beaucoup trop hâte de lire le tome final qui devrait paraître en septembre 2025 pour vous livrer mes impressions définitives. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?